Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière masterclass. Alors cette masterclass, on va parler de cognac. Alors on a la chance d'avoir le BNIC qui est là, donc qui va pouvoir représenter l'interprofession. Mais on a aussi 3 distilleries qui vont venir pour ensuite vous présenter des produits d'exception et justement participer à une très belle dégustation. Ah oui. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette masterclass que l'on a appelée à la découverte du cognac. Alors on va revenir sur la précédente. Voilà. La diversité du cognac, donc terroir, distillation, vieillissement, assemblage. C'est aussi ce qui fait la diversité du cognac. On a la chance d'avoir énormément de paramètres qui vont nous donner des cognacs au style très différents. Et on va avoir la chance de le partager avec 3 maisons, la maison Ferrand, la maison Landier et la maison Pasquier. Donc un voyage au travers de ces différents éléments de l'élaboration du cognac, qu'on va illustrer par une dégustation de 6 cognacs différents, un VSOP par maison, pour voir que l'effet terroir il est intéressant. On va avoir des fins bois, on va avoir de la grande champagne, on va avoir donc des eaux de vie qui initialement ont un profil particulier et puis accompagnés par des vieillissements différents vont nous donner des cognacs avec des expressions différentes. Et puis cette dégustation, elle se poursuivra tout au long de cette présentation avec ce qu'on a appelé un peu le coup de cœur, en tout cas le choix de chaque maison pour illustrer un produit avec un vieillissement différent. Voilà le menu pour démarrer. Alors, je vais passer la main à Géraldine qui va nous présenter la maison Landier. Bonsoir, bonjour. Tiens, Géraldine, si tu veux. Tiens, ouais, merci. Donc, je m'appelle Géraldine Landier. Voilà, je représente donc la. Ça marche pas ? Ça marche ? Ça marche ? Si, ça marche. Je vais de côté. Toujours pas. La technique. C'est pas grave. C'est bon ? Non, c'est bon. C'est bon. Celui-ci marche. C'est mieux. Voilà. Bon, alors je recommence. Donc, je suis Géraldine Landier, je représente la maison Rémy Landier. Donc, on est une maison familiale. Depuis, moi, je suis 5e génération. J'ai repris cette maison en pleine main il y a 3 ans, en fait. On est bouilleur de cru à la base. Alors, je pense que ça, c'est une petite notion que tu vas aborder. Je ne reviendrai pas dessus de long en large. On est situé sur un terroir unique qui s'appelle les fins bois. Pareil, tu reviendras sur l'aspect terroir et tu expliqueras tout ça. Quoi dire d'autre ? Donc, on a à peu près c'est une centaine d'hectares. On est sur un terroir exploité pour faire du cognac très ancien, puisqu'on remonte à plus de 300 ans. Des moines se sont installés chez nous un peu avant la Révolution française, au XVIIIe siècle. On plantait les premières vignes. Pour faire du cognac, donc avec une première distillerie dans notre village. Mon grand-père a pu racheter la propriété à l'époque, mais voilà. Donc on est sur un terroir qui est vraiment très expressif. Il y a une densité viticole énorme. On est, je ne sais pas combien de viticulteurs, mais on peut dire que si vous venez un jour dans la région, vous verrez pas grand-chose d'autre que des vignes dans le paysage. Voilà, et on fait des cognacs. Alors, quand on parle de fin bois, on fait plutôt des cognacs assez fruités, assez fins, très élégants. C'est notre patte. On n'émarque pas trop au bois. On reviendra dessus. Moi, j'ai ramené un VSOP et un XO. On verra aussi les différences avec les autres origines. Et voilà. Après, je ne sais pas trop ce qu'il faut dire. Je vais passer la main. Très bien. Tu regardes, Géraldine. Ouais. On va switcher. Géraldine est passée très très vite sur l'historique, mais on a vu, elle est très synthétique. Voilà. Peut-être situer juste quand même, la maison Landier qui se situe donc dans les fins bois, au cœur des fins bois. Oui, alors juste pour la petite... Alors moi, je suis située aux alentours de Rouillac. Rouillac, c'est la capitale des fins bois. On a des capitales pour chaque région. Les Français. On est français. Donc vous avez Gonzague pour la Grande Champagne, le Bury pour les Borderies, et nous, en fin bois, c'est Rouillac. Alors Rouillac, ce n'est pas très connu, mais en fait...
C'est quand même un centre de production énorme, puisqu'on a la société Martel qui est chez nous, qui est avec un énorme vignoble de 400 hectares autour. Donc on est très, très productif. Et historiquement, c'est là où était installé Rémy Martin au 19e siècle, donc qui est moins connu pour avoir fait ses classes dans les fins bois, mais c'était quand même le prince du nord des Charentes. Et après, l'histoire de la maison a fait qu'ils se sont spécialisés dans les grandes champagnes, mais au départ, c'était quand même chez nous. Merci pour ce rappel historique. Alexandre, on te laisse la main. Bonjour à toutes et à tous, c'est bon, vous m'entendez. Donc Alexandre Falk, moi je suis le responsable marketing donc, au sein de la Maison Ferrand, en charge de la marque Ferrand. Donc nous, pour reprendre ce que a dit Géraldine, nous on est situé dans la Grande Champagne. On est très fiers de notre terroir également. On a une vision, chaque maison a sa vision, et je pense que c'est pour ça qu'on est avec David là aujourd'hui, pour montrer la diversité du cognac, montrer que chacun amène sa pierre à l'édifice. C'est comme ça qu'on travaille, c'est très important pour nous, pour tout le monde en fait, pour toute la partie du cognacé. Donc nous, notre vision, je vous en parlais pas trop parce que, comme pour nous tous, les cognacs et ce qu'il y a dans le verre sont la meilleure manière d'en parler. On a notre vision, on a 10 générations qui nous précèdent. Chaque génération a apporté sa pierre à l'édifice, de bouilleurs de cru, de producteurs de vin et de distillateurs. On a un savoir-faire dont on est vraiment fier, donc ce sera notamment le premier VSOP que vous allez goûter de chez nous, qui s'appelle 10 générations. Donc c'est vraiment notre produit hommage à tout ce savoir-faire. On parlera peut-être un tout petit peu plus après. Chacun de nos produits a vraiment son propre caractère. C'est notre vision également, à la fois sur le vieillissement, sur les essences de bois, sur les cépages également. Bon, on en parlera beaucoup plus avec la Maison Pasquet tout à l'heure, mais c'est très important parce qu'effectivement, chaque produit a vraiment son caractère. C'est véritablement notre vision également. On a aussi nos propres vignes. On travaille beaucoup sur cette dimension-là, puisqu'on travaille de la vigne à la bouteille, pour travailler notamment sur les cépages, sur le Uni blanc ou de la folle blanche par exemple. Sinon, on travaille également sur la dimension forcément écologique aujourd'hui qui est très importante, avec différentes levures par exemple, bien entendu qu'on retravaille de manière à travailler des levures naturelles présentes dans les vignes, de ne pas utiliser bien sûr de produits chimiques pour le traitement de nos vignes, de laisser repousser de l'herbe dans les vignes, bien entendu, ça paraît tout bête, mais ça permet à la faune et la flore d'être présentes. On a notamment des abeilles présentes dans nos vignes qui apportent tout cet univers qui est très important. Je veux bien qu'on passe à la prochaine slide, s'il te plaît. Merci beaucoup. Et après, une autre particularité que l'on a, c'est que on a notre manoir de Mademoiselle, donc qui se situe à Ségonzac, au cœur de la Grande Champagne, dans lequel on a véritablement un grenier rempli d'archives qui nous permet de faire énormément de recherches. On a notamment un historien présent et qui est embauché à 100% dans notre maison, qui travaille sur ces recherches pour essayer de remettre au goût du jour des techniques oubliées. De dire que pendant des années, on n'essaye pas de réinventer la roue. Il y a des choses magnifiques qui ont été réalisées durant des années avant nous, et on essaye vraiment de dénicher toutes ces techniques, toute cette manière de faire qui ont potentiellement été oubliées. On a Alexandre Gabriel, donc, qui est notre directeur, qui là, a repris l'avion, qui était là et qui forcément repart à la Jamaïque, qui est aujourd'hui vraiment le chef du bateau, qui nous dirige dans cette direction pour rendre hommage à tout ce qui nous a précédé et essayer de dénicher du coup tous les secrets qu'on peut avoir dans notre historique et dans notre histoire, et surtout dans toutes nos archives, pour essayer de ramener ça dans le goût du jour, notamment sur le double vieillissement. On travaille pas mal sur les essences de bois. Vous pourrez le voir sur le premier, 10 générations, on travaille sur du sauterne notamment, à 20% du blend, et sur le SDA après, sur des petites dimensions sur le chai, notamment du chai humide, en majorité sur notre XO. Sur toutes ces recherches, on se base sur l'historique et on essaye de mettre tout ça au goût du jour. Merci Alexandre. Amy. Bonjour, moi c'est Amy Pasquet. Vous entendez un petit accent, je suis américaine, je ne suis pas issue du cognacé. Mon mari Jean, lui, en revanche, il est là, à distiller avec son père. Donc la maison familiale, on a un alambic et des vignes à la maison depuis 1730.
mais ce n'est pas dans la famille Pasquet depuis 1730. C'est des liens familiaux par mariage. Donc Jean, mon mari, est la deuxième génération. Notre marque n'existe que depuis 1977. On a une maison relativement jeune dans notre région. Mais on fait des belles choses. On est viticulteur, on a 16 hectares de vignes en grande et petite Champagne. On aime bien les deux crus et on prend la diversité aussi. On est en agriculture biologique depuis 1998. On est labellisé. On a commencé les essais en 92. C'est pour une question de terroir. Pour penser, on fait du cognac depuis des siècles, 5-6 siècles, et on a des produits de synthèse que depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on fait beaucoup plus de cognac bio dans la région que de cognac non bio. Ensuite, on est négociant aussi. On ne commercialise pas de cognac en vrac. Il faut savoir que beaucoup de petits metteurs en bouteille comme nous vendent aussi aux grandes maisons. Nous ne faisons pas ça. Tout notre cognac, c'est pour nous. On est aussi négociant. On achète d'autres fûts, mais on ne va pas le mettre sous notre marque sans dire d'où ça vient. Donc, vous allez goûter un cognac aujourd'hui de notre collection l'organique de nos vignes, et vous voyez la folle blanche. Donc, c'est l'ancien cépage roi dont le connaissez. Aujourd'hui, on travaille à peu près tous avec l'uni blanc. C'est les Trebbiano, c'est venu après Phylloxera. Mais la folle blanche, ça donne des eaux de vie extraordinaires. J'aurais pu vous apporter ça aujourd'hui. Mais je voulais aussi apporter quelque chose de la petite Champagne. C'est un cru extraordinaire qui, je trouve, souffre de mauvais marketing. Grande Champagne, ça fait classe. Petite, ça fait un peu moins. Mais il y a des très belles eaux de vie de petite Champagne. Et ce cognac-là, le cognac d'André, c'est la raison pour laquelle je suis là. C'est Serge Valentin qui l'a noté très, très bien il y a 2 ans, et ça nous a propulsés dans le monde du whisky. Donc, on va goûter ça aussi tout à l'heure. Super. Merci, Amy. Merci à tous les 3 pour cette belle présentation. Juste un petit focus pour rappeler que Cognac, c'est une zone délimitée. On ne peut produire du cognac que dans une zone déterminée par décret. En 1909, en fait, on a déterminé cette grande zone d'appellation. L'île de Ré, l'île d'Oléron font partie de l'appellation. Aujourd'hui, c'est un vignoble assez important. C'est un peu plus de 80 000 hectares de vignes. 80 000 hectares de vignes, c'est c'est à peu près le 4e vignoble en superficie. Et pour apporter un peu plus de précision, le vignoble a été découpé en 6 crus différents en 1938, en s'appuyant sur les travaux d'un géologue qui s'appelait Henri Coquan. Et l'objectif, ça a été de mettre en valeur des corrélations entre des terroirs et des goûts. Et donc est née cette fameuse officielle carte de 1938. Ce que je vous propose maintenant, avant de travailler plus en amont sur le cognac, ses terroirs, eh bien, c'est de commencer la dégustation avec nos 3 VSOP. Donc le premier d'entre eux, eh bien, c'est le Rémy Landier. Donc ça doit être pour vous le verre numéro 1. Vous avez des numéros peut-être sur le verre numéro 1. Super. Donc on va dans un premier temps déguster ce cognac VSOP. J'imagine que c'est dans ce sens-là peut-être. Ok. Tiens, si tu veux, Alexandre. Hop. Alors, on a affaire à des amateurs de spiritueux, donc on va pas vous faire l'affront de vous rappeler des choses, mais n'agitez pas votre verre. Plus vous allez agiter le verre, plus on va sentir de l'alcool. Ne mettez pas le nez au fond du verre, parce qu'à 40, c'est pas du vin, on va avoir cette sensation alcooleuse. Donc voilà, il faut être vigilant, et il faut que notre nez aussi s'habitue à ce pourcentage d'alcool. Pour le mettre en bouche, pareil, souvent on voit beaucoup de gens en mettre beaucoup, l'avaler tout de suite. Ça brûle, en fait, clairement. Donc l'intérêt, c'est plutôt d'en mettre très peu, de le mâcher bouche fermée. Et de cette manière, on va diluer l'alcool. On va réveiller les papilles et on aura moins cette sensation alcooleuse qui peut parfois être dérangeante sur les spiritueux en général et parfois sur le cognac. Donc une petite goutte, n'hésitez pas. Alors peut-être qu'au nez, on peut déjà déceler pas mal de choses, beaucoup de fraîcheur. Comme le disait tout à fait Géraldine, on est sur des fruits. N'oublions pas, la méthode, c'est 9 litres de vin et double distillé pour avoir 1 litre d'eau de vie à 72% d'alcool. Cette eau de vie, elle est claire comme de l'eau, et c'est le vieillissement sous bois de chêne qui va lui donner une partie de sa couleur et puis une partie de ses arômes.
On parle de 4 grandes familles aromatiques à Cognac, des fleurs, des fruits, mais des épices et du bois. Et plus on est patient, moins il en reste, mais plus c'est rond, plus on a perdu en alcool et plus on va aller gagner en élégance. Alors, écoutez, n'hésitez pas, je vous invite à le déguster et puis on va pouvoir partager aussi nos impressions si vous le souhaitez. Alors, oui, on est sur des sols de Groix, ça va être l'intérêt. On peut s'appuyer sur ces coupes de sol. En fait, les fins bois, dans cette zone de Rouillac, on est un peu sur ces Groix. En fait, c'est sensiblement la même typologie que sur la Grande Champagne et la Petite. Mais là, vous avez un argile beaucoup plus rouge et des pierres beaucoup plus dures. Et donc, on va avoir des vins plus aromatiques, souvent. Et par distillation, on va concentrer ces arômes et massivement sur le côté floral et fruité. Un vieillissement, tu m'arrêtes Géraldine, mais peu de funef ou sur un temps plutôt court? Sur un temps assez court, quelques mois. Et ensuite, on passe en fût roux. D'accord. Alors les fûts roux, c'est des fûts qui ont déjà contenu du cognac, plusieurs années, qui ne donnent pas trop de bois. Ça, c'est la pâte de la maison. On n'aime pas trop le cognac trop boisé. Pourquoi? Parce qu'on a une eau de vie qui est très fruitée à la sortie d'alambic, mais très fruitée. Donc nous, on aime bien garder cette sensation très fruitée qu'on a à sortie d'alambic, eau de vie de fruits tout simplement, très raisin, vous pouvez retrouver. Alors que là, le VSOP, il a 5 ans de vieillissement. 10 générations après. Alors celui-ci, il a même un petit peu plus, et puis on est sur des assemblages de 5-6 ans. Et on fait une réduction relativement lente. Donc l'eau de vie, quand elle sort de l'alambic, elle sort à 72, 70, 72. Donc c'est très très fort. Ce qu'on fait, c'est qu'on aime bien nous réduire déjà un petit peu avant la mise en fût. Pourquoi on fait ça? Alors ça, c'est un petit peu technique, mais ça permet d'extraire des tanins du bois. En fait, l'eau a tendance à extraire les tanins du bois un peu plus rapidement que seul l'alcool. Si on met l'alcool à 70 dans des bois neufs, ça a du sens. Mais nous, pour faire des VSOP, il faut quand même accélérer un peu le vieillissement pour que ce soit buvable, qu'il y ait une bonne buvabilité. Et derrière, après, avant la mise en bouteille, quelques mois avant, on va passer en mode réduction et on va le réduire à 40. Alors, on aurait pu le réduire un petit peu moins. Je sais que si vous êtes des amateurs de whisky, ils aiment bien les 46, les 43 et tout ça. Bon, sur le cognac, les forts degrés, surtout sur des eaux de vie jeunes, c'est un petit peu dur. On est sur des eaux de vie de fruits, donc on n'a pas le gras d'un whisky. On ne l'aura jamais, ce n'est pas possible. Donc là, on va aller le chercher à travers le bois. Donc le travail qu'on fait sur le bois est essentiel en fait. Donc nous, on ne se prive pas trop, on y va, on va faire des temps de pause aussi par rapport au bois, c'est-à-dire qu'on va le faire vieillir dans des fûts, on va le passer en foudre. Moi, j'ai des cognacs que je fais attendre en foudre, ils ont moins de contact avec le bois, ça permet de les aérer, et après, on va les remettre en fût. Et voilà. Et après, on fait des réductions intermédiaires. Donc, tout ce travail, ça prend du temps, c'est sympa. C'est sûr. Mais on arrive à sortir comme ça des eaux de vie qui ont 5 ans, qui sont très buvables, très fines, très fruitées, très riches. Et c'est ce qu'on recherche. Merci Géraldine pour toutes ces précisions. On va passer au second verre, donc le 10 générations de chez Ferrand. Alexandre, tu vas pouvoir nous en dire deux, trois petits mots. C'est vrai qu'on parle d'élevage à Cognac plus que de vieillissement, puisqu'on ne va pas laisser une eau de vie dans un fût pendant 15 ans. Ce serait un sirop de planche, ça n'a pas d'intérêt. Là, l'intérêt, c'est qu'on va éduquer cette eau de vie, on va la faire évoluer pour arriver à la plénitude. Soit elle sera prête toute seule et elle rentrera dans un assemblage, ou soit elle sera tellement jolie qu'on la commercialisera comme ça. Voilà. Il n'y a pas de règle en soi, c'est simplement attendre et l'accompagner au mieux pour qu'elle donne la quintessence de ce qu'elle peut nous offrir. Alexandre ? Magnifique. Du coup, 10 générations.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment notre produit hommage, un peu notre produit phare également qu'on travaille et qu'on essaye de pousser le plus. Pourquoi ? Parce qu'une fois de plus, c'est le produit qui rend hommage aux 10 générations de Ferrand qui nous précèdent. D'Élie Ferrand, c'était une famille du coup de protestants, donc chaque homme de la famille s'appelait Élie Ferrand pendant toutes les 10 générations. C'est pas une blague, c'est la réalité. Vous avez notamment, pour une fois de plus, pour faire le parallèle de tout ce que le cognac propose, nous on travaille beaucoup justement sur le bois, à la différence de Géraldine et de Landier qui est très sur le fruit. Nous, vous allez pouvoir trouver des notes pâtissières et très intéressantes sur le bois, notamment parce que dans l'assemblage, on va utiliser 20% à peu près. Ça dépend des années, mais on va à peu près 20% de double vieillissement en fût de Sauterne, qui va travailler vraiment sur la rondeur de ce vin blanc sucré, qui va vous donner toutes ces notes pâtissières de bois et toute cette gourmandise que vous allez avoir en bouche, qui va vous tapisser la bouche. Si vous avez la bouteille entre les mains, je vous invite aussi à faire un petit test. Là, c'est mon côté marketing, effectivement. Mais on a du coup les 10 générations, donc les 10 visages des 10 générations qui sont représentés dans les racines. Un petit visage. Exactement. Donc, on ne les voit pas forcément au début. Une fois qu'on les a vus, on ne peut plus ne pas les voir. C'est cherché Charlie. Donc voilà, on a pris le parti pris, vous le voyez peut-être sur le linéaire, de travailler cette bouteille en 50 centilitres, ce qui permet d'avoir un prix un peu plus bas que ce que ça aurait été forcément si on était en 70, pour dire vraiment c'est le produit qu'on souhaite mettre en avant, qui souhaite aussi être notre porte d'entrée sur le cognac, sur ce qu'on propose en termes de maison, qui fonctionne très bien en dégustation comme vous pouvez le faire aujourd'hui, mais c'est également le cognac le plus versatile de notre gamme, c'est-à-dire qu'il fonctionne très bien en cocktail classique de type old fashion, ça fonctionne merveilleusement bien, en sidecar, en mint julep par exemple, ou aujourd'hui sur des cocktails plus long drink qui vont travailler sur un cognac tonique ou un cognac ginger ale, il fonctionne très bien également. Et voilà, il peut se déguster sur glace également parfaitement. Et on continue les travaux là-dessus. Je vous fais un petit teasing en disant que cette fin d'année, on va sortir une édition limitée de ce produit qui va être, lui, en fût de Porto. Super, merci Alexandre. Des notes mielées ? Je ne sais pas si c'est des notes qui sont apparues. Moi, je les ai eues pas mal au nez, un peu en bouche par la suite. On va passer au troisième VSOP. Amy, j'ai déjà donné un verre. Je te laisse nous le présenter. Donc pour nous, c'est l'Organic 7, c'est notre production. On distille à la maison, on a un alambic de 20 hectolitres. Et c'est toujours distillé sur lit. Ça va nous donner beaucoup de gras en bouche. On ne filtre jamais à froid. Et ça aussi, ça garde intact. J'ai senti les deux autres avant. Je trouve que le mien est beaucoup moins de menthon. Mais mettez-le en bouche, vous allez voir, il y a plein d'épices, de fruits. Le nez est différent, tu as raison. C'est vrai que c'est peut-être un peu moins aérien. C'est ça. Mais c'est beaucoup de rondeur et de finesse déjà. Le Merci. Bois n'est pas marqué, c'est pas marqué bois. On essaye de travailler comme la Maison Landier. On aime beaucoup le goût de nos eaux de vie en soi. Le bois, c'est simplement un support. On a bien sûr envie de mettre un peu, mais pas couvrir le goût de fruits ou de fleurs. Donc, l'Organic 7 commence sa vie dans des fûts d'1 an. Donc, c'est des fûts qui ont déjà vu une autre vie. Ces fûts-là ont moins de tanins, moins d'arômes à donner. Et ensuite, c'est passé en fût roux pour le restant de son vieillissement. On a fait le choix de ne plus utiliser les appellations VS, VSOP ou XO parce que chez nous, chez les petits producteurs, c'est souvent difficile à savoir réellement ce qui est dans un VS, un VSOP ou un XO. La loi dit VS, c'est minimum 2 ans, VSOP, c'est minimum 4 ans, XO, c'est minimum 10 ans. Chez nous, on a des copains qui font leur VSOP, il a 15 ans, leur XO a 30 ans. Si on ne les connaît pas personnellement, on ne va pas savoir. On voit ça dans un rayonnage, on dit c'est cher. Mais non, mais c'est 30 ans. Le cognac d'à côté est 10 ans. Donc, on a fait le choix de mettre le compte d'âge sur la bouteille. Le BLIC est d'accord parce qu'eux, ils tiennent nos comptes d'âge. Ils savent que c'est vendagé telle date. Et donc, c'est réellement du cognac de cet an d'âge dans la bouteille. Merci Amy pour toutes ces précisions. En effet, les désignations de vente ne sont pas forcément simples à comprendre quand on est amateur d'autres spiritueux. On a une année sur une bouteille, c'est un peu plus simple.
Ici, à Cognac, en fait, c'est les fraudes plus que le BNIC, mais il faut pouvoir justifier de la traçabilité de chaque eau de vie qui va rentrer dans un assemblage. Et Cognac étant naturellement un produit d'assemblage, c'est pas toujours simple. On sait que des eaux de vie vont séjourner dans ce fût-là, mais après dans ce chai-là. Enfin, ça transite en permanence. Et cette linéarité, elle n'est pas aussi simple et facile à mettre en œuvre. D'où cette... En France, on moyennise souvent par le bas, donc on dit la plus jeune a un minimum 2. Voilà, malheureusement, on s'en limite à ça. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir les gens qui le font, et ils sauront vous parler exactement de ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est ça la plus belle des réponses. En bouche, en effet, très différent. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu ces nuances-là. Une bouche texturante, avec un équilibre assez rond, beaucoup de rondeur. Voilà. Très bien. Merci pour ces 3 premiers échantillons. Est-ce que vous avez vu la différence entre les 3 pour tout le monde? Super, c'est le but. Alors, on a brûlé des étapes, mais c'est important de revenir quand même sur un élément clé, c'est notre cépage, le Nid blanc. On distille un vin acide et peu alcoolisé. Et ça, c'est hyper intéressant et très très important. Longtemps, j'ai entendu des gens me dire, vous distillez vos vins parce qu'ils ne sont pas bons. Distiller, c'est concentrer. Donc, si vous avez un défaut, vous allez concentrer votre défaut. Chez nous, il y a un élément essentiel, c'est qu'il faut que ce vin il soit stable naturellement jusqu'à la fin de la distillation. Donc, interdiction de le sulfiter. Et pour stabiliser des vins blancs, le plus simple, c'est rajouter du soufre. Ici, c'est interdit. Donc, le froid et une acidité forte qui vont permettre à ce vin de rester dans une qualité optimale jusqu'au 31 mars. La distillation, elle se fait au moyen d'alambics en cuivre. Tout petit volume, c'est de la cuisine gastronomique, c'est du cuivre avec une flamme nue, 2500 litres maximum, double distillation pour extraire tous les composés volatiles du vin et vraiment avoir une essence de vin, un parfum de vin. Et ce parfum de vin, grâce au vieillissement, grâce à l'élevage dans des fûts qui sont plus ou moins toastés, eh bien, on va mettre en valeur tous ces arômes et créer des équilibres juste extraordinaires. L'organisation à Cognac, elle est importante aussi à comprendre. Aujourd'hui, vous avez 4200 viticulteurs présents sur la zone, qu'on a vu, qui détiennent 99% du vignoble. Donc, on a Amy, on a la chance d'avoir Géraldine, et une partie d'Alexandre, parce qu'ils ont un peu de vignoble. Ces viticulteurs vendent en bouteille moins de 1% des bouteilles dans l'écosystème du cognac. La plupart des revenus des viticulteurs proviennent de la vente d'eau de vie aux négociants. Négociants qui distribuent 99% des ventes, mais qui vont avoir 1% du vignoble. Donc c'est quoi l'objectif? Et c'est ce qui fait la force de l'appellation, c'est qu'il y a une structuration qui est en place depuis toujours, c'est que les uns sans les autres, il n'y aurait pas de cognac. Et il y a une étape intermédiaire, c'est celle de la distillation, qui est faite soit par un bouilleur de cru, comme l'a très bien dit Géraldine tout à l'heure, c'est un viticulteur qui a des alambics chez lui et qui pourra distiller sa propre production. Si jamais il n'a pas d'alambic, eh bien, il va confier ses vins à un bouilleur de profession qui va lui transformer, il va lui redonner, ou alors il les vendra directement au négoce. Négociant, à ne pas confondre avec le négoce bordelais, un négociant à Cognac, il achète des eaux de vie, il les fait vieillir, il les assemble et les vend. Voilà, ça aussi, c'est une autre structuration. Aujourd'hui, 4 négociants sont assez présents à Cognac et distribuent à peu près 85% des ventes. Annecy, Martel, Rémy Martin, Courvoisier. Donc des grosses locomotives qui nous permettent d'être présents aussi sur beaucoup de marchés et qui permettent aussi à des maisons d'une taille un peu plus familiale, on va dire, d'aller proposer des produits de qualité différentes pour apporter de la diversité. Voilà en gros comment est structuré Cognac. 223 millions de bouteilles, c'est ce qui a été vendu l'an dernier. 97% à l'export, on dit oui, c'est quand même beaucoup. Ça fait quand même un peu plus de 5 millions de bouteilles de cognac sur le marché français. Ça reste quand même des volumes assez conséquents. Hein. Donc voilà. Les chiffres, c'est sympa, mais on va continuer la dégustation. Un rappel, 7 verres sur 10 aujourd'hui dans le monde entier sont consommés soit en apéritif, soit en boîte de nuit, soit au pur au cours des repas. Et on imagine en France beaucoup le cognac comme un digestif. Alors, ce qu'on va déguster maintenant,
oui, c'est intéressant de le déguster pur parce qu'on a pris le temps de le laisser arriver. Sur les premières qualités, n'hésitez pas sur la Cocktail Street à aller nous visiter. On travaille avec le bar Le Syndicat. On leur a fait créer 3 recettes de cognac, de cocktails à base de cognac. 9 maisons nous ont donné une expression pour travailler avec. Ça veut dire que vous avez potentiellement 27 cocktails différents. Voilà. Parce que finalement, chaque cognac va apporter sa petite touche très personnelle dans l'équilibre. Bon, c'est sympa, mais c'est mieux de déguster, moi, je trouve, quand même. Allez. Donc, Géraldine, tu vas pouvoir nous parler de ce deuxième cognac que tu nous as sélectionné. Pour toi, tu es parti sur le XO. Oui. Donc là, vous allez déguster Alors, chez nous, on a 2 XO. On a le 7 XO, le XO vieille réserve et fin bois, toujours, et le XO artisanal fin bois. Et celui-ci, c'est notre petit XO. Parce que nous... Des petits, des grands. Ouais, voilà. Parce que nous, on bataille un peu avec les appellations, les dénominations. C'est pas toujours évident de se faire comprendre. Donc, en fait, comme le disait si bien Amy, d'un viticulteur à un autre, il y a un XO de 10 ans, un XO de 30 ans, voire de 50. Enfin bon, c'est sans limite. Donc, il faut bien les désigner. Et nous, on a fait le choix d'avoir ce petit XO avec des eaux de vie qui ont entre 12 et 15 ans de vieillissement. Donc on arrive déjà dans une dimension où on sent bien les épices, on a un petit peu plus de bois structurant, mais on a toujours le marqueur du fruit très raisin qui est là, qui est notre marqueur, et avec un peu plus de longueur, mais on n'est pas encore dans quelque chose de très très vieux. On a encore de la fraîcheur, de la gourmandise et tout ça. Donc on propose ce produit notamment pour les cavistes, que c'est vraiment un bon intermédiaire. C'est un moyen d'accéder à la catégorie cognac sans se ruiner déjà, parce que ça fait des prix moyens qui sont sympas, et avec une expérience de dégustation qui est vraiment sympa, où on a vraiment de la dégustation pure très, très satisfaisante, quoi. On est sur quelque chose de vraiment très abouti. Donc voilà. Très bien, merci. Merci Géraldine. Des notes assez caramélisées, grillées un petit peu. Je ne sais pas si vous avez pu ça en bouche. Une belle fraîcheur, encore une fois. Une belle tension. On va passer au second échantillon avec Alexandre. Je vais te laisser présenter le SDA, la sélection des anges. Alors, je rebondis sur ce que disait quand même Géraldine. Cher, alors cher par rapport à quoi ? C'est la question qu'il faut se poser. N'oublions pas mécaniquement qu'un cognac, par rapport à tout ce qu'on a vu dans le schéma de la vigne, de la distillation, du vieillissement, va coûter 10 fois plus cher à faire qu'un whisky et 15 fois plus cher à faire qu'une vodka. Donc forcément, une nuance de prix, je ne suis pas certain qu'on ait ce gap-là sur l'étagère. Mais il faut, et ça c'est un message quand même extrêmement important à faire véhiculer, on ne produit pas autant de cognac qu'on le souhaiterait parce qu'on a une récolte par an et on ne peut pas distiller toute l'année, il y a une appellation et voilà, donc on est sur des quantités extrêmement limitées au final. Et il y a aussi des limites de production qui sont déterminées par les viticulteurs et les négociants de manière à ce que on garde un équilibre important. Voilà pour cette petite précision. Alexandre, je te laisse la parole. Merci. Donc SDA de chez nous, donc chez Ferrand. SDA voulant dire sélection des anges. Donc là, une fois de plus, pour revenir à ce qu'ont dit mes compères tout à l'heure, on est sur un XO de 30 ans minimum en moyenne d'âge dans l'assemblage. Malgré tout, donc la volonté du nom et de cette création, ça a été de garder de la fraîcheur, un peps intéressant et un fruit intéressant malgré ce compte d'âge. C'est pourquoi dans l'assemblage, donc on en a pour l'instant pas encore parlé, mais le cognac est toujours un assemblage entre des chais secs et des chais humides. Donc là, la volonté, d'où le nom du produit, c'est qu'on est sur une majorité de chais humides sur ce produit. Ce qui augmente la part des anges fortement, d'où le nom du produit, et ce qui va permettre également d'aller chercher justement ces notes-là
Donc on a des notes forcément de cognac ancien, donc rancio, caramel, mais on a gardé une fraîcheur, un fruit intéressant qui va permettre de ramener du peps. Voilà, et ça a été toute cette volonté qu'on a voulu travailler pour avoir justement cette fraîcheur dans un cognac de cet âge-là. Parce que souvent, voilà, une fois que le bois va prendre le dessus, on va perdre certaines tensions de fruits. Et c'était tout le but de ce produit, de le garder, d'où l'utilisation en majorité de chais humides. Super, merci beaucoup pour cette précision. Je ne sais pas si vous avez ressenti cette impression-là, mais moi, quand je porte ce verre au nez, j'ai moins d'alcool. Et pourtant, il fait 40. 41,8. Vous voyez comme quoi, plus on laisse les eaux de vie vieillir dans le bois, et plus elles vont perdre les alcools les plus volatiles, les plus dérangeants. C'est ce qui va s'évaporer en premier. Et finalement, sur des cognacs d'une trentaine, quarantaine d'années, on sera à 40, mais on aura une sensation nettement moins alcooleuse. Voilà, ça, c'est le pouvoir du temps. La patience, accessoirement, c'est 32 millions de bouteilles qui s'évaporent de nos chais tous les ans. On a part des anges. Donc chez nous, les anges sont joyeux, ils chantent tout le temps, forcément. C'est un lourd tribut, mais sans cette évaporation, on n'aurait pas cognac. Voilà. Merci Alexandre. Moi, je n'ai pas encore mis en bouche, mais... Voilà, ce fameux rancio, hein, c'est ce que nous, on va qualifier d'une eau de vie extrêmement bien élevée. C'est l'équilibre entre tous les arômes. Ça va se matérialiser par la figue séchée, par la noix, par le raisin de Corinthe. Voilà, toutes ces notes d'oxydation qui vont vous laisser une bouche très gourmande. On est sur le noyau de pruneau, on est sur le réglisse, on est sur une bouche très ample et surtout une persistance aromatique qui va durer. Très bien. Pour finir, je crois qu'on est même dans les temps. C'est beau. Amy, nous allons te donner la parole pour que tu nous présentes cet échantillon. André, donc André. Merci André. Oui. Alors, pour moi, le cognac, c'est plus que le liquide dans la bouteille. Le cognac d'André, c'est vraiment un cognac de viticulteur. On a acheté ce cognac à une vente aux enchères avec l'aide de Guilhem Gros-Perrin. C'est un lot, c'est un single cask. Je viens plutôt du monde de whisky moi-même et c'est très grisant de trouver des fûts uniques qui ont tout dedans et c'en est un. Pour le coup, celui-là vient avec une histoire un peu triste. Et donc, André Berthoneau était dans un premier train pour partir en Allemagne pendant la guerre. Et normalement, il ne prenait pas les jeunes agriculteurs pour les travaux obligés pour les STO. Mais là, c'était le premier train en juin 1943. Et il était dans le mauvais endroit au mauvais moment. Ce train-là, les JA ne voulaient pas partir et ils tiraient la sonnette d'alarme tous les 20 km et ça a arrêté le train sur les voies. Et le train était arrivé avec 48 heures de retard sur Paris. Le Gestapo les attendait et ils ont pris un prisonnier par wagon. Donc, il était allé à Buchenwald et ensuite, d'accord, il est revenu. Alors, sur les 20 prisonniers, ils étaient 9 à revenir. Ils n'ont pas pu parler pendant un moment, mais ensuite, ils ont créé une association. Ils ont parlé, ils n'ont pas arrêté de parler. Si on oublie l'histoire, on est condamné à le répéter. Donc, je continue à raconter l'histoire d'André et à la sienne. Merci, Amy. Merci. Ouais. On a cet héritage. C'est un maître de chez nous. On parle d'un passeur. Il va préparer des choses pour que la génération suivante puisse, elle aussi, s'exprimer, mettre en valeur des trésors comme cela. L'oxydation, on le sent encore un peu plus dans cette expression. C'est un 73, Amy, si je ne m'abuse, à peu près. On n'a pas la compte à matière pour le bon, dire, donc on l'appelle un lot 73. C'est un lot 73, on vous en déduirez ce que vous voudrez, mais en tout cas, ce n'est pas un millésime. Donc un temps assez certain de vieillissement qui va lui donner toute cette complexité, comme on le disait, des notes pareil, de fruits exotiques, beaucoup, mais des fruits confiturés limite. On est davantage dans ces notes de gourmandise. Et
Et donc, la vente de ce fût-là était à 2 associations. Donc, tout l'argent est allé à Médecins Sans Frontières et Action contre la faim. Merci, Amy, pour cette précision, pour ce beau cadeau. En bouche, très différent du nez. On a une amertume qui est très, très ciselée. Et dites-vous que l'amertume, chez nous, elle est importante puisque c'est ce qui va nous faire saliver. Et naturellement, c'est ce qui va nous ramener les arômes. Et cette persistance aromatique, on va la voir sur des minutes et des minutes. Et c'est un bel équilibre. Voilà, quand l'amertume est bien faite, elle nous apporte beaucoup de bonheur et sur la durée. Merci à toutes et à tous. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur cette dégustation ? Est-ce que c'était pour vous le moyen de vraiment matérialiser la diversité ? Est-ce qu'on a réussi ce challenge ou on peut encore être meilleur ? Mais on peut encore s'améliorer, ça je suis certain, mais est-ce qu'on a déjà commencé à ouvrir des portes vers la diversité du cognac ? Oui ? Très bien. Merci à toutes et tous. Merci Amy, merci Géraldine, merci Alexandre. Et excellente fin de salon à toutes et tous.